Le saviez-vous? Spécial rien du tout, c'est juste un épisode normal. Le saviez-vous? Le trou le plus profond du monde jamais creusé par l'homme est celui du forage profond de Kola, ou forage SG3. Projet russe lancé en mai 1970 et poursuivi durant près d'une vingtaine d'années, celui-ci avait en fait pour objectif d'atteindre les 15 000 mètres de profondeur. Ce pour pouvoir traverser la croûte terrestre dans l'espoir d'y faire moult découvertes scientifiques et mieux comprendre la composition de la Terre à cette profondeur. Ah, et aussi pour avoir du prestige face aux États-Unis. C'est vu que l'espace était perdu, il fallait bien se rabattre sur quelque chose. Cependant, après des années de forage, pour un coût actuel équivalent à plusieurs centaines de millions d'euros, ce dernier est finalement stoppé avant son objectif à 12 226 mètres de profondeur. Faisant tout de même de celui-ci le forage le plus profond de l'histoire, ainsi que par la même occasion, l'endroit le plus bas du globe terrestre. L'autre endroit le plus profond jamais mesuré dans les océans étant pour comparaison celui de la fosse Challenger à 10 911 mètres sous le niveau de la mer. Le projet en lui-même est finalement totalement abandonné en 1992, ce de par son coût beaucoup trop élevé dans le contexte de la période suivant la chute de l'Union soviétique. D'autant plus que, mis à part des progrès réalisés dans le domaine du forage, le projet ne servait plus à grand chose. Il n'y avait alors plus grand intérêt à rivaliser avec les États-Unis sur la question, et enfin, niveau physique même, il était devenu quasi impossible de creuser plus profond. La température à cette profondeur atteignant alors les 180 degrés. Chaque mètre gagné coûtant alors des sommes considérables. 3 ans plus tard, en 1995, le lieu fut ainsi totalement abandonné. Aujourd'hui, il est encore cependant possible de voir l'ancien site du forage abandonné, ainsi que le forage lui-même, avec une simple plaque soudée et boulonnée sur place, avec sa profondeur inscrite dessus. Simple plaque cachant un trou menant plus bas qu'aucun être humain n'est jamais allé. Celui-ci étant devenu par ailleurs une petite attraction touristique locale et fait l'objet de légendes populaires, comme celle rapportée par les habitants locaux, que ce dernier serait en fait un passage pour l'enfer et qu'on pourrait y entendre les cris des âmes torturées sortant de celui-ci. Sinon, la région est aussi connue au niveau touristique pour ses magnifiques étendues de toundra. Le saviez-vous? Une étude récemment menée par une équipe d'archéologues a démontré que de nombreux temples et sanctuaires grecs de l'Antiquité étaient munis de rampes pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. Selon Debisnid, la chercheuse ayant mené cette étude, ces rampes étaient en fait chose commune dans les sanctuaires de soins, fréquentés par des visiteurs souffrant parfois des troubles de la mobilité et devant avoir besoin d'aide pour monter ou descendre des escaliers. Parmi les divers sanctuaires dont on a retrouvé des traces de ces rampes, citons entre autres celui d'Asclépios, le dieu de la médecine, un temple et haut lieu de la médecine grecque bâti vers -370, dont 11 rampes en pierre installées sur 9 structures différentes ont été dénombrées par les archéologues. Des rampes datant donc d'il y a plus de 2000 ans, et qui avaient d'ailleurs été installées sans qu'aucune législation de l'époque ne l'obligeait, celles-ci ayant été construites volontairement à grands frais de leurs constructeurs. Le saviez-vous? Il y a plus d'avions dans les fonds marins que de sous-marins dans le ciel. Eh oui, le saviez-vous? Le Tsar Pouchka, littéralement roi des canons, est un canon d'un poids de 39 312 kg pour une longueur de 5,34 m et d'un calibre de 890 mm, qui fut construit en 1590 à la demande du tsar Fédor Ier, le troisième fils d'Ivan le Terrible. Conçu à la base pour pouvoir tirer de la mitraille pour la défense du Kremlin en temps de guerre, ce dernier n'a cependant jamais été utilisé. Les boulets exposés à côté de celui-ci n'ont d'ailleurs jamais été conçus pour être utilisés, ces derniers étant d'un diamètre supérieur à ce que le canon pourrait tirer. Le dit canon n'ayant été en réalité probablement construit que dans le simple but de démontrer la prouesse en ingénierie militaire du pays. Ou alors parce que quelqu'un avait quelque chose à compenser. Le saviez-vous? Et en parlant de canon et de la Russie, une autre prouesse en ingénierie militaire, cette fois-ci 5 siècles plus tard. Il s'agit du canon R-23M, un dérivé du canon revolver à gaz R-23, un canon servant dans l'aviation soviétique à partir des années 60, qui fut ici modifié et devint le premier et seul canon jamais connu à avoir tiré dans l'espace. Un tir qui eut lieu le 24 janvier 1975 à bord de la station Salyut 3. Pour ce tir, les astronautes durent bouger la station tout entière pour diriger le canon dans l'axe de la cible choisie. Ceux-ci quittèrent cependant la station 6 mois plus tôt, le 19 juillet 1974. Le tir ayant eu lieu quelques heures seulement avant le désorbitage de la station. L'opération ayant été pendant longtemps planifiée. Selon les diverses sources, environ 20 obus auraient été tirés en 1 à 3 salves. Des propulseurs furent pour leur part allumés simultanément avec le tir du canon
pour contrer le puissant recul de l'arme. Tous les obus brûlèrent dans l'atmosphère, et finalement la station fut désorbitée comme prévu et redescendit sur Terre. Le fait que celle-ci avait été armée ne sera révélé publiquement qu'en 1998, et encore jusqu'à nos jours, les résultats de ce test sont toujours classifiés. Pour la petite sous-anecdote, il semble que la station suivante, la station Almaz qui était prévue pour 1978, devait quant à elle être améliorée en passant de canon à missile intercepteur. Mais cette amélioration ne vut jamais le jour puisque la station ne fut jamais construite. Le saviez-vous ? Le 6 mars 1454, à Innsbruck, en Autriche, il ne s'est absolument rien passé. Le saviez-vous ? Récemment, un ancien ingénieur de chez Apple, David Shire, a avoué avoir aidé le gouvernement américain à construire un iPod unique capable de récolter des données en cachette, ce pour le compte du département de l'énergie des États-Unis. Des propos confirmés par Tony Fadell, qu'on surnomme par ailleurs le père de l'iPod. Mes complotistes bonjour. Seules 4 personnes au sein d'Apple étaient au courant de ce projet secret lancé en 2005. David Shire, qui faisait partie de ceux-ci, ne sut cependant jamais de quoi il en retournait. Ce dernier ayant eu pour rôle de gérer les 2 ingénieurs, extérieurs à Apple et mis sur le projet via le biais d'une société privée, qui était chargée de construire le dit iPod unique. iPod sur mesure donc, dont il savait seulement qu'il devait, je cite, fonctionner et ressembler à n'importe quel iPod, mais contenir du matériel spécifique et être capable d'enregistrer discrètement des données sur le disque dur de l'appareil. Les 2 ingénieurs chargés du projet étaient ainsi installés dans un bureau à part et bénéficiaient d'une connexion internet extérieure au réseau d'Apple, ce pour éviter les risques d'espionnage industriel qui auraient du même coup révélé les projets du gouvernement. Par mesure supplémentaire de sécurité, l'accès direct au code source du système d'exploitation des iPods leur était de même interdit. Ceux-ci devant travailler via une copie DVD qui ne pouvait jamais quitter les bureaux de la firme. Une version modifiée du système d'exploitation fut donc conçue par les 2 ingénieurs pour y inclure des menus secrets et le disque dur de l'iPod fut partitionné pour cacher l'espace réservé à l'enregistrement des données. Malheureusement pour David Shire, il ne put jamais voir l'iPod final modifié, ni sut exactement quel genre de données devait être enregistré sur l'appareil. Mais d'après lui, il se pourrait que le département de l'énergie ait voulu en fait incorporer un compteur GGR dans le dit iPod pour pouvoir mesurer la radioactivité de certaines zones en cachette. Mais aujourd'hui encore, 15 ans après les faits, personne ne sait vraiment de quoi il en retourne. N'hésitez donc pas à balancer vos théories complotistes en commentaire pour aider mon référencement. Le saviez-vous ? Le Kattenstoet, ou cortège des chats, est une parade qui a lieu tous les 3 ans depuis 1955 à Ypres, en Belgique, les 2e dimanches de mai. Cette dernière faisant en fait passer un cortège géant, parmi lesquels figurent de nombreux chats qui passent dans les rues de la ville. Des chats en peluche étant pour l'occasion même jetés du haut de la tour de la Halle aux Draps. Et mon dieu, il faut que j'assiste à cette parade au moins une fois dans ma vie. C'est 400 vrai. La parade commémorant en fait, d'ailleurs probablement sans que la plupart des gens la célébrant le sachent, un rite pratiqué au Moyen-Âge qui dura jusqu'en 1817, dans lequel 2 vrais chats étaient jetés du haut de la tour de la Halle. La raison la plus plausible à l'apparition de cette pratique vers le début du XVe siècle, vers 1410-1420, étant certainement due au fait que les chats, à la base introduits pour mettre fin aux rongeurs, notamment présents dans la Halle aux Draps où ils nichaient en masse, s'étaient par la suite reproduits considérablement grâce à tous ces rongeurs et étaient devenus un véritable fléau dans la ville. Les rats et souris ayant été remplacés peu à peu par les chats. Donc basiquement ils nous ont fait une Australie. Les habitants n'ayant alors rien trouvé de mieux pour résoudre le problème que de jeter les animaux du haut de la Halle aux Draps pour s'en débarrasser. Ah, l'humanité. Des anciens problèmes requièrent des anciennes solutions. Le saviez-vous ? Le Colisée de Rome a été construit grâce aux trésors saisis par les Romains suite à leur victoire en Judée, notamment via le sac de Jérusalem et le pillage de son temple survenu en 70. Ceci étant en fait confirmé de par l'inscription sur un bloc de marbre trouvé sur le site du Colisée, portant l'inscription « L'empereur Vespasien a ordonné que l'on édifie ce nouvel amphithéâtre sur sa propre part de butin ». Butin qui, au vu du montant incroyablement élevé du Colisée, ne pouvait de toute vraisemblance ne provenir que de ce pillage survenu la même année. Cependant, ce que l'on voit du Colisée aujourd'hui n'est en réalité qu'une partie de ce qu'il était avant, le Colisée ayant subi de nombreux tremblements de terre au cours de son existence, dont ceux de 443, 508, 801, 847 et surtout celui de 1349 qui provoqua l'effondrement de tout un pan du mur extérieur du côté sud. Suite à cela, et avec l'autorisation du pape,
Une grande partie des pierres fut alors récupérée pour la construction des palais, églises, hôpitaux et autres bâtiments qui eurent lieu au cours des décennies suivantes. Celles-ci serviront ainsi entre autres pour la construction des façades du palais de Venise, débuté en 1455, palais qui fut le quartier général et la résidence privée de Benito Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale au passage, ainsi que pour la construction de la basilique Saint-Pierre, démarrée en 1506 et achevée en 1626, le plus important édifice religieux du catholicisme situé au Vatican. Donc pour résumer, l'on peut donc dire qu'une partie du Vatican a été construit grâce au sac de Jérusalem survenu plus de 1400 ans plus tôt. Comme quoi,